Rick Ness vient de voir 1 million de dollars disparaître dans le sol et le silence qui s'ensuit semble plus fort que n'importe quelle machine sur sa concession n'a jamais sonné. La Coupe Valhalla, le pari qui selon lui sauverait toute sa saison, n'a apporté que de la déception. Après avoir parcouru 150 pieds de terre d'argile et de roches, l'équipage atteint le fond en attendant le salut pour ensuite trouver des couches infinies d'argile sans valeur qui les regardent. Pas de gravier payant, pas d'or, juste un énorme trou dans la terre qui a englouti le temps, le carburant, l'espoir et presque tout ce qui restait à Rick. Depuis 2 mois consécutifs, pas une seule once d'or n'est passée par son lavoir. Pendant que l'opération reste gelée, la paie continue de vider ses comptes toutes les 2 semaines, comme une blessure qui refuse de se refermer. Les factures de diesel ne cessent de s'accumuler. Les réparations d'équipements ne s'arrêtent jamais et chaque jour sans or le pousse au bord de l'effondrement. La pression financière n'est plus quelque chose qui attend au loin. Il se tient maintenant directement devant lui. Et puis comme si les choses ne pouvaient pas empirer, un opérateur minier rival s'appuie sur la concession de Rick avec une offre qui ressemble plus à une insulte qu'à une opportunité. Le message est clair sans avoir besoin de beaucoup de mots. Il croit que Rick a fini. Ils voient que la faiblesse, le désespoir, est un homme à court d'options et ils veulent tout acheter alors qu'il est dos au mur. Dans le Klondike, les gens peuvent sentir l'échec à des kilomètres de distance. Et en ce moment même, les vautours tournent en rond. Rick regarde le fond avec seulement 4 semaines restantes dans la saison minière. Son tableau indique 1800 onces comme objectif, mais avec moins de 700 onces réellement récupérées, ce chiffre semble presque impossible à atteindre. Il reste une dernière coupe, une dernière opportunité qui pourrait soit sauver son exploitation, soit l'enterrer complètement. Rick refuse d'arrêter, mais même lui ne peut plus prétendre que les chances sont en sa faveur. Ce qui rend la situation encore plus brutale, c'est que les prix de l'or explosent. L'or a grimpé jusqu'à la valeur étonnante de 3600 $ l'once, alors qu'il se situait autour de 2600 $ il n'y a pas si longtemps. Partout au Yukon, les équipes minières font fortune à des prix jamais vus auparavant. Alors que tout le monde profite de chiffres historiques, Rick se retrouve dans une impasse, incapable d'en tirer un seul dollar. Regarder les autres gagner pendant qu'ils s'enfoncent plus profondément rend l'échec encore pire. Debout, au bord du cut, Rick ne cache pas sa frustration. Il admet que 1800 onces lui semble désormais un fantasme. Le mot est en suspens car tout le monde dans l'équipage sait qu'il dit la vérité. Il manque de lumière du jour, manque d'argent et manque dangereusement de temps. Ce sentiment est douloureusement familier à Rick. Après avoir passé des mois sans faire de démarches systématiques, ses réserves financières sont presque épuisées. La station de lavage devrait rugir tous les jours, mais elle reste silencieuse comme un monument à tout ce qui ne va pas. Les membres de l'équipage qui devraient traiter la terre aurifère sont obligés de réparer l'équipement cassé et d'essayer de maintenir l'opération suffisamment longtemps pour survivre. Kyle passe ses journées à reconstruire les vannes et à effectuer la maintenance du Monster Red, un travail qui aurait dû être effectué pendant les temps d'arrêt plutôt que pendant une période critique de la saison. Ryan continue de déchirer les arbres de transmission de rechange et les accouplements de remplacement alors que les pièces disparaissent de l'inventaire. Le stock à côté de l'usine semble mince et sans vie. L'ensemble du site semble faux, comme une mine d'or qui a oublié comment extraire de l'or. Alors qu'il ne reste que 4 semaines avant que l'hiver n'arrête tout, Rick est enfin de retour sur ce qu'il espère être un véritable salaire. Mais l'espoir ne suffit pas à payer les factures. Il admet qu'il ressent la pression à chaque seconde de chaque jour. Chaque heure perdue semble désormais permanente et chaque décision pourrait déterminer si son entreprise survivra encore un an. Il dit à son équipe qu'il est nerveux, mais il leur dit également qu'il croit toujours qu'ils peuvent y parvenir. Il dit qu'ils peuvent y arriver, mais seulement s'ils travaillent plus dur que jamais. Ce n'est pas un discours de motivation fondé sur la confiance. Cela ressemble plus à un homme qui se bat pour se convaincre que le cauchemar peut encore être inversé. À l'extérieur de la caravane du bureau, Monster Red reste immobile. Les tapis roulants n'ont pas bougé depuis 8 longues semaines. L'eau n'a pas touché les tapis d'écluse. Les barres de pulvérisation sont sèches, les pompes sont silencieuses et le gerbeur de résidus n'a pas changé de position depuis des semaines. Chaque équipement semble figé dans le temps, en attendant que quelqu'un décide si cette opération a encore un avenir.
Rick regarde tout ce qu'il a construit et réalise à quel point la frontière est mince entre la survie et l'échec total. Les chiffres écrits sur son tableau blanc sont d'une simplicité brutale. L'objectif est de 1800 onces. Il y a moins de 700 onces en banque. Il reste 4 semaines avant que le sol gelé ne mette fin à la saison, qu'il soit prêt ou non. Le Yukon ne se soucie pas de l'ambition. Il ne se soucie pas de la dette, de la pression ou des rêves. Il avance selon son propre calendrier et à l'heure actuelle, ce calendrier se rapproche de Rick plus rapidement qu'il ne peut le gérer. Cette semaine plus tôt, Rick avait nommé cette coupe Valhalla et avait parié $1 million que cela sauverait tout. Il a été extrêmement honnête avec son équipe sur les enjeux. Il ne s'agissait jamais uniquement de primes ou de chèques de paie. Il leur a dit que ce pari pourrait décider si l'entreprise entière vivait ou mourait et personne n'a contesté parce qu'ils comprenaient tous la vérité. Le lendemain matin, les fouilles commençaient. D'énormes camions de roches se sont alignés les uns après les autres pendant que Bailey Carton chargeait le matériel et que Chris le transportait. Kyle le suivit de près et le cycle sans fin commença. Saut après saut, ils ont enlevé 150 pieds de morse-terrain, emportant des montagnes de matériaux sans valeur, tout en brûlant du carburant du temps et de la lumière du jour précieux. Semaine après semaine, le trou s'est creusé. Le diesel a disparu, les pièces de rechange ont disparu. Les excavateurs continuaient à creuser, tandis que Rick parcourait chaque matin le bord de la tranchée à la recherche de signes indiquant que la couche salariale était proche. Il cherchait du gravier, des changements dans la couleur du sol, tout ce qui pourrait indiquer que l'or était enfin proche. À 50 pieds, il resta calme. À 5 pieds, il y croyait encore. Il avait déjà exploité des coupes plus profondes et avait découvert des fortunes au fond. Mais à 120 pieds, le doute commença à s'insinuer dans son esprit. À 140 pieds, il commença à faire des calculs financiers qu'il souhaitait désespérément pouvoir ignorer. Il a calculé le carburant déjà brûlé, la masse salariale déjà payée, les heures machines déjà passées, les semaines qu'il ne reviendrait jamais si Valhalla s'avérait sans valeur. Pourtant, l'équipage a continué à creuser parce qu'il faisait une confiance à Rick pour savoir quand s'arrêter. Puis ils ont atteint 150 pieds. Rick se dirigea vers le bord en s'attendant à voir du gravier payant qui justifierait tout. Au lieu de cela, il baissa les yeux et ne vit que de l'argile. Argile sans fin et inutile. Les mots sortirent de sa bouche avant qu'il puisse les arrêter. Argile toujours pure, pas d'or, pas de rédemption, aucun miracle n'attend en bas, juste une erreur d'$1 million gravée dans la terre. Et au Klondike, les mauvaises nouvelles circulent vite. Peu de temps après, un exploitant voisin se rend sur la concession de Rick dans une camionnette. Il ne perd pas de temps à prétendre qu'il s'agit d'une visite amicale. Il dit à Rick de donner son prix. Vendez tout. Au moment le plus bas de Rick Ness, alors que toute la saison semble morte et que des étrangers tentent déjà de profiter de sa chute, la véritable histoire ne fait que commencer. Parce que ce qui va se passer ensuite va tout changer et même Rick ne le voit pas venir. Vous ne voulez pas devenir vendeur. Est-ce que je le fais ou est-ce que je le fais? Je ne sais pas. Parfois je me demande, eh bien mettez un prix sur la table. J'ai mis un prix. Oui, j'ai mis un prix sur la table. Non, tu sais. Il dit qu'il l'achètera à Rick sur place. Il est calme à ce sujet. Il a vu la coupe Valhalla entrer et il l'a vu se tarir et il a fait le calcul de ce que Rick doit et de ce que Rick peut encore récupérer s'il repart propre. Rick écoute. Il regarde la coupure vide derrière lui, il regarde l'offre sur la table devant lui. Il dit non à l'homme. L'opération n'est pas à vendre, pas aujourd'hui, pas à n'importe quel prix que le voisin est prêt à nommer. Rick n'a pas encore fini. Il ne va pas vendre sa concession lors de la pire journée de sa saison simplement parce que quelqu'un lui a fait une offre alors qu'il était en panne. Il a construit cette opération tout seul. Il ne confiera pas les clés à quelqu'un d'autre parce qu'une coupure est restée sèche. Rick s'éloigne de Valhalla. Le $1 million a disparu et il ne peut rien faire pour le récupérer. Il arrête d'y penser car y penser ne changera pas le bas de la coupe. Il ordonne à l'appel aux chargeurs et aux camions de roches de charger et de se déplacer. Il reste une réduction sur la réclamation qui pourrait sauver la saison. Il fait 200 pieds de profondeur. Il l'a sauvé avant Vegas Valley. Rick le dit clairement. C'est la 2e fois qu'il parie dessus. Retour dans la vallée de Vegas. Vegas Valley est le terrain le plus riche que Rick ait jamais exploité. La fosse a 200 pieds de profondeur. Cela a sauvé sa saison une fois auparavant, alors que tout le reste avait mal tourné. Rick pense que cela peut le sauver à nouveau.
Il parcourt le bord de la coupe et indique à ses opérateurs le chiffre de 350 onces par semaine. C'est à ce rythme que Vegas Valley peut fonctionner, si la couche salariale tient le coup comme elle l'a fait l'année dernière. C'est la bouée de sauvetage. C'est le seul objectif qui compte pour les 4 prochaines semaines. Le passage du Valhalla se produit rapidement. Bailey gare le chargeur et le déplace sur la plateforme. Les camions de roche font la queue au bord de Vegas Valley. La pelle descend dans la tranchée. Rick ne veut pas perdre une seule journée lors de la transition. Il a déjà perdu plus de jours que n'importe quelle saison ne peut se le permettre. Chaque heure dépensée en déplacement est une heure qu'il n'a pas à payer. Chaque heure de montage et de repositionnement est une pression dont il n'a pas besoin. Vegas Valley n'est pas un terrain nouveau pour l'opération. L'équipage connaît la coupe. Ils connaissent la profondeur. Ils savent où se situait la couche salariale l'année dernière et ils savent comment cela fonctionnait. Lorsqu'ils ont dû fermer pour la saison, c'est la seule chose qui joue en leur faveur. Ils n'apprennent pas une nouvelle coupe dans un délai imparti. Ils rentrent au sol. Ils comprennent déjà. Bailey Carton grimpe dans le chargeur et commence à retirer les saletés de la coupe. Il remplit le seau et le déverse dans les camions à roche les uns après les autres. Chris, le conducteur du camion-citerne, sort de la fosse avec un lit plein. Kyle, l'opérateur du camion de roche, le suit. Il transporte au clapet vers le stock à côté de Monster Red et la jette dans une file qui s'étend tout au long de la matinée. Bailey court fort. Il connaît les mathématiques aussi bien que Rick. Chaque seau plein se rapproche d'une once du bonus. Chaque boucle de la coupe au stockage est une autre minute de lumière du jour mise en balance avec le calendrier. Kyle, opérateur de l'usine de lavage, se promène dans Monster Red avec un pistolet graisseur et une liste de contrôle. Il vérifie les raccords. Il vérifie les barres de pulvérisation. Il vérifie le grizzly qui prend la première coupe chez le mécanicien surdimensionné. Ryan dirige le gerbeur de résidus et garde un œil sur toute l'opération. L'usine n'a pas fonctionné depuis près de 2 mois. Rien ne peut se casser au démarrage. Rien ne peut mal se passer dès la première heure. Kyle prend son temps pour se promener car il n'y a pas de seconde chance sur une plante qui est restée froide pendant aussi longtemps. Une prise de position dès le premier jour est le genre de chose qui tue un retour avant qu'il ne commence. Le stock s'agrandit. Rick se tient à côté et dit que ce n'est pas mal. Cela a mis longtemps à venir. C'est un tas d'assez bonne taille. Ce n'est pas mal, eh bien ça a mis du temps à venir. Nous n'avons pas récupéré d'or depuis un moment. Ils n'ont pas récupéré d'or depuis très longtemps. Il dit que la pile est d'une taille assez décente. Il lance des balles à pleine capacité contre le mur. Il a hâte que Monster Red soit opérationnel et commence à payer. Pas de saleté, pas d'or, pas de salaire. Premier saut en 2 mois à côté du stock. Rick regarde son équipage et demande s'ils vont remporter l'or aujourd'hui. Quelqu'un dit oui. Rick dit que cela fait presque 2 mois qu'ils n'ont pas vu cette usine fonctionner. Cela fait presque 2 mois qu'ils n'ont pas vu d'or. Il dit que tout l'or qu'ils ont trouvé au printemps a été englouti par les coûts d'exploitation, les salaires et la catastrophe du Valhalla. C'est comme si on recommençait à zéro. Monster Red prend vie. Le premier saut tombe. L'eau touche le gravier pour la première fois en 60 jours. Rick regarde l'écluse. Les tapis sont propres et commencent à prendre de la couleur au fur et à mesure que les premières paies arrivent. Il dit que c'est formidable de pouvoir enfin commencer à faire fonctionner l'usine. Tant de mois se sont écoulés depuis qu'ils ont vu cette chose fonctionner que c'est comme réapprendre le fonctionnement. J'ai même oublié ce que fait la plante. La plante contient les espèces de grizzly surdimensionnés. Le gravier payant descend dans la boîte à écluse. Les barres de pulvérisation l'ont frappé par le haut. L'eau coule à travers les nattes, les radiers et le métal déployé, et l'or commence à se déposer. L'usine fait ce pourquoi elle est conçue. Et après 2 mois de silence, ce simple fait ressemble à une victoire. Rick le regarde fonctionner pendant 1 heure complète avant d'arrêter de le regarder comme s'il risquait de se briser. Kyle surveille la vitesse d'alimentation. Ryan surveille les résidus. Bailey fait bouger le seau. Chaque opérateur a un travail et chaque opérateur le fait. Le rythme d'une exploitation minière fonctionnant comme il est censé fonctionner est un rythme spécifique. Rick ne l'a pas entendu depuis 60 jours. Le maître bouge. La couleur sur les tapis est réelle et stable. Rick dit que le fait qu'ils obtiennent l'or en ce moment est une raison de se réjouir. Le plus important, c'est qu'ils obtiennent de l'or en ce moment, même après tout. Rick dit qu'il a besoin d'or pour son propre stress. Il sent la pression diminuer.
Il dit que ses opérateurs sont satisfaits. Cela stresse tout le monde. Aujourd'hui est un bon jour par rapport à ce qu'ils ont dû affronter cette saison. Les choses semblent effectivement positives pour la première fois depuis longtemps. D'après ce à quoi nous avons dû faire face, je pense que les choses semblent réellement positives en ce moment. Nous nous battons pour obtenir autant d'or que possible. Est-ce qu'il y en aura assez ici pour pouvoir atteindre notre objectif, atteindre 1800 onces? Je ne sais pas. Il est évident que nous avons encore un long chemin à parcourir, mais nous savons que nous sommes dans le gouffre. Ils vont se battre pour obtenir autant d'or que possible. Il ne sait pas s'il y a suffisamment de salaire dans la Vegas Valley pour atteindre 1800 cents. Il dit qu'ils ont évidemment un long chemin à parcourir, mais qu'ils sont de retour sur l'or. C'est un point de départ. C'est quelque chose sur lequel s'appuyer. Si regarder Rick revenir d'un trou d'1 million de dollars est le genre d'histoire minière qui mérite d'être suivie, appuyez sur abonnez-vous et sur la cloche. Nous échouons à chaque fois, à chaque pari et à chaque retour au Klondike. Un rythme soutenu. Après 2 mois de pénurie d'or, Rick et son équipe s'occupent des salaires de Vegas Valley. L'objectif est de 350 onces par semaine. Rick parcourt l'opération et aime ce qu'il voit. Tout va bien. C'est un rythme assez soutenu. L'usine fonctionne exactement comme elle devrait fonctionner. Ils expulsent beaucoup d'or. L'usine fonctionne exactement comme elle le souhaite. À l'heure actuelle, ils sont sur le point d'être là où ils doivent être. Kyle nourrit Monster Red avec un régime constant de saleté. Ryan nettoie les résidus et fait fonctionner le gerbeur. Chris et Kai transportent le paiement de la coupe au stock en boucle. Bailey continue de charger. Chaque opérateur est calé sur un rythme. Chaque machine fait le travail pour lequel elle a été conçue. Pour la première fois en 8 semaines, l'exploitation évolue comme Rick l'avait prévu. Chaque pièce à sa place. Chaque opérateur sur la tâche. Chaque camion roule. Chaque minute de lumière du jour s'est transformée en distance. Et la distance s'est transformée en couleur sur les tapis. Rick dit que l'or 1800 ressemble à une montagne. Il a un bon équipage. Il est excité. Il parle de garder l'argent entrant et de renvoyer tout le monde chez lui avec un bonus en or à la fin d'une saison qu'ils ont presque perdue. Avec l'or à 3600, l'once même une semaine moyenne vaut plus qu'une bonne semaine l'année dernière. C'est la seule chose qui joue en faveur de Rick en ce moment. Le marché n'a jamais été aussi bon. Le terrain est enfin payant. L'usine est en marche. L'équipage est enfermé. Puis la radio crépite. 2 camions en panne. Rick marmonne que ça doit être une blague. Ryan revient en demandant une copie. Kai signale une crevaison sur son camion de roche. Ils ont besoin d'un nouveau pneu maintenant. Rick dit que c'est exactement ce dont ils n'ont pas besoin. Un camion de pierre au milieu d'une course. Kai sort et le seul camion de rechange de Rick se met en rotation. Rick dit qu'ils n'ont pas eu la plus grande chance vers la fin de la saison. Puis la radio crépite à nouveau. Chris rapporte que son camion fait du bruit dans la chaîne cinématique. Le son n'est pas bon. Cela ne semble pas correct. « Hé Chris, tu en as une copie. »« Ouais, vas-y. »« Ouais, mais ton camion fait du bruit dans la zone de transmission. »« Ouais, ça n'a pas l'air vraiment bien. » Ryan est déjà enterré sous une réparation. Rick dit à Kyle de fermer l'usine. Ils ont déjà 2 camions en panne. Cela ne sert à rien d'exécuter Monster Red s'ils ne peuvent pas le nourrir. Malheureusement, il dit qu'ils doivent fermer l'usine et réparer ce problème. Après seulement 2 jours de fonctionnement, Monster Red est à l'arrêt. L'équipe réduite à néant doit désormais réparer 2 camions à roche cassée en même temps. Ryan retire la transmission du camion de Chris et l'inspecte. Il dit qu'il a fallu quelques bons clichés. C'est du pain grillé. C'était le 3e arbre de transmission cassé de l'équipage Ness de la saison. Rick dit qu'il leur reste une transmission de rechange. C'est le dernier qui fonctionne. Kyle intervient pour aider avec le pneu du camion endommagé. Le pneu utilisé est leur dernière roue de secours. Ils font face à 2 catastrophes mécaniques à la fois avec les pièces restant en stock. Chaque minute où ils travaillent sur des camions, l'installation de lavage ne fonctionne pas. Le stock augmente parce que personne n'alimente les salaires via Monster Red. Mais la croissance sur stock, sans que rien ne traverse la plante, n'est qu'un simple déguisement déguisé en progrès. Ryan travaille sur la transmission sous le camion. Il fait glisser le nouvel arbre en place. Il aligne les boulons de bride. Il appelle à une rotation. L'arbre tourne, le joug s'aligne. Il ramène le joug à la maison. Il le verrouille. Il appelle Chris pour essayer. Chris remonte dans la cabine et tire le camion. La transmission tourne proprement. Aucun claquement. Pas de broyage. Chris le met en marche et sort du tapis. La transmission tient. Chris est de retour en rotation sur le 2e camion.
Kyle et Rick mettent le nouveau pneu en place. Le caoutchouc est lourd, la jante est lourde. L'assemblée entière les combat pour chaque centimètre carré. Ils le font asseoir. Ils commencent à le remplir d'air. La tige de valve tient. Les sièges en perlent. Le pneu prend de la pression. Rick vérifie le flanc. Il vérifie la valve. Il acquiesce. Cela tiendra. Rick dit qu'ils sont de retour dans le jeu à 2 camions. Chris est réparé. Ils doivent terminer celui-ci car il sait que cela va sûrement se reproduire. Ils vont perdre un autre camion. Ce n'est qu'une question de moment. Rick appelle tout ça 2 heures de conneries qu'il n'avait pas besoin de faire. Les temps d'arrêt sont cruciaux. Chaque minute s'additionne. Surtout à cette fin de saison. Ceci compressé dans ce court-métrage à la lumière du jour. La lumière du jour raccourcie. Le sol durcit. Le calendrier ne négocie pas. Monster Red rugit en retour. Monster Red riposte. Rick dit qu'il sautera dans le chargeur pour faire avancer les choses. L'équipage a besoin d'une récolte d'or record pour récupérer le temps perdu. Tout le monde est fatigué. Le matériel est fatigué. Mais ils sont de nouveau opérationnels. Bailey a récupéré ses camions. L'usine est allumée. Ils font encore des écluses. Quelqu'un fait une blague à propos de Bailey portant une chemise propre. Quelqu'un répond qu'il peut de temps en temps mettre une chemise propre. Ils rient. Ils se remettent au travail. L'usine fonctionne proprement pour le reste de la journée. Le mètre bouge. L'écluse capte la couleur. Le stock diminue au cours de l'après-midi, alors que Monster Red résout le retard. À la fin du quart de travail, Rick a suffisamment de matière pour effectuer un nettoyage. Il dit à Kyle de fermer l'usine et d'installer les tapis de nettoyage. Le nettoyage prend du temps. C'est toujours le cas. Les nattes sortent de l'écluse. Le concentré est travaillé. Descendez à travers des écrans de plus en plus fins. Le sable noir est séparé de l'or à la main par l'eau grâce à la patience constante d'un équipage qui l'a déjà fait 1000 fois. Chaque flocon doit ressortir propre. Chaque centime doit se rendre au bateau de voyage. C'est une partie de l'exploitation minière que personne de l'extérieur ne voit. C'est lent, c'est méthodique. Il y a pas mal d'or ici, j'en ai ici. Quelques bonnes poches, c'est plutôt bien. Un gros tas là-bas. C'est là que l'argent est soit capturé, soit perdu. À la fin, Rick a un bateau rempli d'or posé devant lui sur la table. 2 mois de stock, un nettoyage, un versement. L'équipage se retrouve à table. Bailey se penche. Kyle se penche. Ryan se penche. La balance est la seule chose qui compte dans la pièce. Après 8 semaines sans écluse et plus d'1 million de dollars dans le trou, Rick a enfin de l'or à peser. Il verse la nouvelle coulée dessus. 10, 20, 30, 50, 95, 80, 18, 100, 105, 4, 205, 4 onces. D'une valeur d'un peu plus de 730 000 dollars en un seul sens. Ce n'est pas 350. Rick le dit clairement. Ce n'est pas l'objectif qu'ils doivent atteindre, mais ils l'atteindront. Cela représente beaucoup d'argent. Il est difficile d'être contrarié par cela. Total de la saison 643,84 onces. Il reste encore 1156 onces entre Rick et l'objectif de 1800 onces à 3 semaines de la fin de la saison. Rick se tourne vers toute l'équipe. Il dit qu'il sait qu'ils peuvent le faire. Il dit qu'il les apprécie d'être restés avec lui. Il les remercie un à un personnellement. Sans l'équipage, cela n'arriverait pas. Gagnant-gagnant. Voici donc où se trouve Rick Ness en ce moment à la fin de la semaine. 643 onces en banque. Il en reste 1156. 3 semaines de jour entre lui et la fin de la saison. Une usine qui fonctionne actuellement, mais qui a déjà montré clairement qu'elle peut tomber en panne à tout moment. Un équipage épuisé, mais qui arrive chaque matin à l'heure prête à travailler. Une coupe appelée Vegas Valley qui soit maintient le salaire dont il a besoin, soit s'épuise au pire moment possible. Une pesée supplémentaire sur la balance lui dira quelle sera la saison. Soit le terrain paiera, soit il ne le fera pas. Rick a parié tout ce qu'il lui restait sur la réponse. La marge entre ces 2 résultats est de quelques semaines de chance et de nombreux sauts pleins. Il le sait. Tout l'équipage le sait. Rick Ness peut-il extraire 1156 onces de Vegas Valley en seulement 3 semaines de jour. Soit c'est le retour qui sauve l'exploitation minière de Rick Ness et couronne la saison la plus folle de sa carrière. Soit Vegas Valley s'assèche et la saison que Valhalla a failli tuer termine le travail une fois pour toutes. Déposez votre prédiction dans les commentaires ci-dessous. Rick atteint-il 1800 onces ou est-il en deçà?
Si vous voulez voir ce qui se passe lorsque le prochain nettoyage atteint la balance, la prochaine panne est déjà sur votre écran. Selon vous, dans quel sens Vegas Valley s'arrêtera-t-il pour Rick Ness?